Francisca, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, à nouveau. Alors on est aujourd'hui réunis pour parler d'un sujet qui, je pense, est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et qui est un sujet sous forme de question. Et la question est, faut-il voir un psy pour aller bien? Je vois à ta réaction que c'est pas la première fois qu'on te pose cette question. Non, ce n'est pas la première fois, c'est une question qui est assez récurrente et qui est souvent assez sarcastique, mais qui est aussi une question sincère. Ce que je comprends très bien, parce que faut-il aller voir un psy pour aller bien? C'est une question qui, a priori, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas cette question. Pourquoi? Parce que la manière dont elle est dite, c'est une injonction. C'est-à-dire, il faut. En fait, c'est un peu l'idée qu'il faut. Ou alors, ce serait l'idée que on peut s'en passer. On peut le voir des deux côtés. Je pense que oui, beaucoup de personnes, en tout cas de manière sarcastique, c'est comme ça qu'elles le posent. C'est ça, c'est-à-dire à quoi ça sert. Ce que je peux entendre, parce qu'il y a quand même, malgré le fait que c'est une discipline qui se développe beaucoup, aussi beaucoup de méconnaissance sur le sujet. Et aussi... De mauvaises expériences aussi, je pense. C'est ce que j'allais dire. Et aussi des expériences qui sont plus ou moins réussies. Mais j'ai envie de dire comme dans tout métier. C'est-à-dire que chez les psys, il y a des bons comme des mauvais, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, il peut y avoir des personnes bien formées, mal formées, utilisant des méthodes plus ou moins douteuses et plus ou moins déontologiques. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément non plus bienveillantes. Ça, c'est vrai aussi. Et ça existe dans tous les métiers. Tous les médecins ne sont pas bienveillants, bien que chez un psy, c'est ce qu'on pourrait attendre. Alors, faut-il? J'ai plutôt envie de dire, observons cette question. Est-ce que faut-il, c'est la bonne entrée pour cette question? Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on irait voir un psy? Pourquoi aller voir un psy? Alors, pourquoi on irait voir un psy? J'imagine qu'il y a plein de raisons. Moi, personnellement, de ce que je peux voir autour de moi, je vois de tout. Je vois des personnes qui vont voir le psy parce qu'ils font un burn-out, parce qu'ils ne supportent plus une situation. Mais j'ai aussi, je pense à certains amis à moi, qui vont voir parce que c'est leur compagne ou leur femme qui, justement, leur mettent dessus cette injonction. Ça te parle? Ça me parle. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des appels d'épouses ou d'époux en me disant, voilà, je vous appelle parce que je pense que j'ai conseillé à ma compagne ou à mon compagnon de venir vous consulter, ou je pense que ce serait bien qu'il le fasse. Et donc je pose la question, je dis, mais vos compagnes ou compagnons sont majeurs, adultes, donc peut-être peuvent-ils le décider par eux-mêmes et donc m'appeler directement. Ou peut-être c'est vous qui avez besoin de consulter aussi. Et c'est une manière de le dire, parfois. J'aimerais revenir sur justement les personnes qui se rendent chez le psy alors que ce n'est pas de leur propre chef. Quel est j'ai parlé en chiffres, mais ce n'est pas forcément comme ça que tu pourras me répondre, mais quel est le pourcentage de réussite d'une personne qui se présente à ton cabinet, par exemple, et qui ne vient pas selon son propre désir? Alors, d'emblée comme ça, je ne connais pas les chiffres, et je ne sais même pas s'ils existent, s'ils ont été répertoriés d'une manière ou d'une autre, mais je dirais qu'il sera faible. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui vient mais qui n'est pas convaincu, et qui, dès les premières séances, ne sent pas quelque chose qui peut se passer pour lui, va arrêter rapidement. Et même des personnes qui viennent et qui viennent de leur propre chef, parfois arrêtent assez rapidement parce qu'ils considèrent que finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Même si le psy leur dit, non, ça serait quand même bien pas mal de continuer un petit peu encore. Il y aura peut-être encore des choses à... Mais bon, c'est la libéralité de chacun, de trouver son rythme, de rentrer, de sortir. L'important, c'est de clôturer la sortie d'un travail qu'on fait. Mais oui, une personne qui vient obligée, alors il peut y avoir plusieurs types d'injonctions, parce que tu as cité quelqu'un qui pousserait l'autre à venir consulter, mais c'est aussi, ça peut être aussi un patron. Ça peut être aussi, dans le cadre du travail, un associé, ou ça peut être une situation de conflit qui fait que tout à coup, on n'en peut plus et on se sent obligé parce qu'on n'a pas d'autre issue que de se dire peut-être qu'il faudrait que je fasse ce travail-là, mais pour autant pas complètement convaincu.
On peut aussi sentir qu'on est en burn-out, que quelque chose n'arrive plus à vivre correctement, et donc on y va parce que c'est comme être confronté à un mur, mais c'est pas non plus avec conviction. Et puis on peut y aller aussi pour plein d'autres raisons. On peut y aller parce qu'on vit une épreuve, on vit un moment difficile dans sa vie, on a le sentiment d'être dans une répétition d'événements et d'avoir le sentiment de toujours faire les mêmes erreurs. On peut y aller aussi parce qu'on a envie d'évoluer, parce qu'on a envie de mieux se connaître, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à entendre qui dans nos vies nous parle de quelque chose de précis et qui tout à coup devient de plus en plus précis en fait. Comme on dit, les faits sont têtus, alors il faut s'y intéresser. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles on peut consulter un psy. Et j'ai envie de dire que le psy, parce qu'on dit faut-il voir un psy? Alors voir un psy, qu'est-ce que ça signifie? Parce que, à quoi peut-on s'attendre quand on va voir un psy? C'est la question justement que je voulais te poser. C'est quelqu'un qui se présente à ton cabinet, à un cabinet de psy, à quoi peut-il s'attendre? Quels sont les outils qu'un psy en fait va utiliser pour aider cette personne à aller bien? Alors ça dépend quel genre de psy il est, sa formation, ses méthodes, le travail qu'il a fait sur lui-même, la personne qu'il est. Et donc il y a plein de possibilités, et j'ai pas envie d'ouvrir le catalogue là, mais il y a plein de typologies de travail possibles aujourd'hui. Donc ça, il faut se renseigner. Au même titre que d'aller chercher le nom d'un psy, c'est important de l'interroger sur justement sa manière de travailler et qui il est. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, de mon point de vue en tout cas, c'est que la chose la plus importante, c'est qu'un psy est là pour vous accueillir, quel que soit l'état, la situation ou ce qu'on a à présenter de soi. Sans jugement. A priori, sans jugement, de vous accueillir pleinement, avec empathie. Empathie, ça n'est pas de la pitié. Empathie, c'est d'accueillir la personne pleinement. Et c'est pas complètement se mettre à la place de l'autre parce qu'on n'est jamais l'autre, mais en tout cas de pouvoir l'accueillir tel qu'il est, tel qu'il se présente, sans chercher à modifier ou à changer quoi que ce soit, mais juste à écouter, qui est une manière différente qu'un ami qui écoute, ou un parent, ou un professionnel autour de soi dans notre métier qui écouterait. C'est aussi une question que je voulais te poser justement, mais du coup tu me devances, c'est quelle est la différence justement avec un ami, un confident il y en a hein, qui sont capables d'écouter leurs amis sans jugement et qui sont vraiment capables d'écoute, mais voilà, quelle est cette différence avec un professionnel? Quels outils ou quels sont les paramètres qui vraiment changent et permettent vraiment d'aller bien et d'opérer un vrai changement pour la personne qui le souhaite? Je dirais que même si moi, en tant que psy, j'écoute un ami ou une amie, ça sera différent que s'il va voir un psy. Parce que, je ne suis pas consultée dans un cadre confidentiel, secret qui lui appartiendrait. Je fais partie de sa vie. Donc déjà, quand tu es quand je suis en tant qu'amie oui. Auprès de quelqu'un et que je n'interviens pas en tant que psy, mais qu'il me demanderait ou qu'il me confierait quelque chose. Et donc, je n'ai pas le même rôle à ce moment-là. Et je ne vais surtout pas prendre le rôle d'un psy, même si, évidemment, cette valence-là, je l'ai en moi et que je vais avoir ce prisme-là. Mais je ne vais pas me comporter comme quelqu'un que j'accueille et qui vient et qui paye sa séance. Et le fait de payer sa séance, c'est le fait d'être libre par rapport à sa vie et par rapport au thérapeute de ce qu'il dit là. C'est-à-dire qu'un ami, il fait partie de sa vie. Le psy ne fait pas partie. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment une prérogative importante. Le psy ne peut pas entretenir une relation personnelle avec le patient. Parce que justement, là, il y a un mélange. Or, lorsque le patient vient dans le cabinet, il va faire jouer, et il va jouer lui-même, plusieurs rôles avec le psy qui ne sont pas la réalité, mais qui reprogramment et qui retravaillent soit des traumatismes, ça j'y reviendrai après, de ce qu'on peut travailler et comment on peut le travailler, soit des événements douloureux, soit une construction qui n'est pas favorable au déroulement de sa vie. Donc le psy doit rester en dehors. Il a un rôle à jouer qui est une reconstruction, entre guillemets, confidentielle, qui n'intéresse que la psyché de la personne. J'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que de payer son psy,
libère le patient. J'aimerais bien que tu expliques un peu plus cette notion-là. Mais Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire qu'il n'est jamais en dette même s'il le pense, mais s'il le pense et s'il est en dette, comme s'il se sent amoureux ou attaché comme un parent au psy, c'est juste qu'il rejoue quelque chose de sa vraie vie. Hein. Mais avec le thérapeute, il va le rejouer d'une manière thérapeutique, qui ne fait pas partie de sa vie, et c'est ça qui va le soigner aussi. Alors le fait de le payer, c'est d'être libre de cette relation qui n'est pas une relation affective justement, qui est gratuite. Une relation affective, elle est gratuite, elle n'est pas une relation qui se paye. C'est une relation qui est spontanée, qui est de l'ordre de l'amour, avec toutes ses variantes. Et justement, tu disais qu'un ami, même s'il n'est pas dans le jugement, oui, mais même s'il n'est pas dans le jugement, il a son propre prisme. Or, le thérapeute, dans sa déontologie, n'a pas à avoir son prisme. Bien sûr qu'il en a un, malgré tout, malgré lui, parce qu'on ne peut pas échapper à son humanité. On ne peut pas y échapper. L'objectivité pleine, ça n'existe pas, de mon point de vue en tout cas. Même son école de psychanalyse est un prisme. Complètement. Oui. Son école, sa formation, le travail sur lui-même sont des biais ou des prismes, on peut les voir comme on veut, qui sont des biais cognitifs, mais aussi des prismes psychiques. Qui sont un peu de nature différente, c'est-à-dire les croyances, les représentations et la manière de faire, tout ça constitue effectivement un univers particulier. C'est pour ça aussi que tous les psys ne sont pas bons pour tous les patients, et ce n'est pas une question forcément de compétence ou de méthode, c'est aussi une question d'énergie, une question de feeling aussi, on peut le dire comme ça, et que c'est important de savoir justement choisir la personne qui va, de notre point de vue, mieux nous correspondre, parce que c'est quand même difficile d'aller se confier à quelqu'un quand on ne va pas bien, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, et qui pourrait avoir une posture haute. Finalement, en tout cas, moi, de mon point de vue, le psy, c'est quelqu'un qui a élaboré ce travail bien avant, qui s'est formé aussi à la compréhension des constructions de l'individu, qui a plus ou moins une connaissance, une culture sur ce sujet, qui est plus ou moins en train d'actualiser ses connaissances aussi, hein, parce qu'évidemment, les connaissances changent au fil du temps, et qui, parce qu'il a traversé lui-même son propre océan laborieux, et qu'il est toujours en train de le traverser, parce que finalement, ça continue toute la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est à travailler toute sa vie. Mais un thérapeute, c'est quand même intéressant qu'il soit en vigilance de ses propres limites, et qu'il peut être empathique de l'autre, parce qu'il sait finalement par quoi il est passé, et ce qu'il a dû traverser pour en sortir, dans l'altérité justement d'un autre psy qu'il a consulté pendant des années. Quand tu parlais au tout début de se renseigner sur le parcours du psy, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que c'est quand même important pour la qualité thérapeutique du psy que lui-même, d'une manière ou d'une autre, a travaillé sur lui. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lire des livres ou de rester sur les bancs de la fac pour être un bon psy. De mon point de vue, non. C'est un peu comme si je faisais des études d'histoire et que je me décrétais, ce qu'une licence permet, historien. Non. C'est un autre travail que de savoir faire de la recherche, que de savoir relier les faits, que de pouvoir en donner une hypothèse. C'est d'autres qualités que d'étudier. C'est la même chose, c'est-à-dire que mais le meilleur travail qu'on puisse faire quand on devient psy, c'est le travail sur soi-même. Nous sommes notre première matière. Et c'est avec cette matière que le patient va travailler. C'est-à-dire, il va transférer sur le psy un certain nombre de choses, et que la manière dont le psy va éventuellement éviter le contre-transfert ou faire un contre-transfert intéressant pour le patient, parce que finalement, le psy peut parler de lui aussi pendant la cure, à condition, alors curothérapie, on dit le mot qu'on veut selon le type de thérapie que l'on fait, mais le thérapeute peut parler de lui à condition que ça serve son patient. Il n'a pas à parler de lui pour parler de lui, mais il peut parler de lui. Je trouve que c'est intéressant aujourd'hui dans notre monde, qui est celui différent du début de la psychanalyse, par exemple, qui a été la première des matières sur la psychologie, enfin qui s'est installée, une des premières des matières, parce qu'il y a eu aussi la psychiatrie, bien sûr. Mais disons que c'est quand même de pouvoir se libérer
de cette omerta, de ce silence permanent, et de pouvoir être dans un face-à-face où la question ne serait pas rare, mais qu'un dialogue humain s'engage. Aujourd'hui, je trouve que ça a plus de valeur que jamais, surtout dans un monde qui autrefois était taiseux, et aujourd'hui parle beaucoup, mais parle beaucoup pour ne rien dire, ou parle beaucoup pour s'exposer dans la société du spectacle, où on dit tout et n'importe quoi, sans avoir un étalonnage de ce qui peut être dit à bon escient, et où et à qui. Donc le thérapeute peut avoir aussi cette parole, je trouve de plus en plus, d'être quelqu'un qui tempère, étalonne ce qu'on fait du mot, parce que le mot est vibration, le langage est une culture, on a tous une façon de concevoir le sens des mots qui est lié à notre expérience et à notre culture, et j'y viendrai par la suite de ça. Et donc, évidemment, le psy joue d'autres rôles maintenant. Il a aussi évolué de l'époque il y a un siècle. C'est plus tout à fait le même. Alors tu parles d'époque, tu parles de société. J'aimerais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde, et j'utilise le conditionnel, tout le monde aurait besoin d'aller voir un psy, ou tout le monde est dans un état qui fait qu'il y aurait tout intérêt à aller mieux ou à aller bien? Alors c'est une bonne question, parce que si d'emblée je dis, dans ma conviction personnelle, je pense, et ne le pensez-vous pas au fond, que tout le monde pourrait aller voir un psy, parce que le monde irait sans doute un peu mieux, éviterait que les personnes assez malades, et quand je le dis sans jugement et pas péjorativement, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être malade, c'est-à-dire il est différent d'avoir des traumas ou de mal vivre des choses et de développer une maladie qui contraint les autres et donc qui fabrique évidemment des systèmes, on va dire, en masse de contraintes des autres, comme les guerres, comme les conflits, comme la violence du contrôle et toutes ces choses-là. Ce besoin de contrôler l'autre en permanence qu'on peut trouver dans les organisations, qu'elles soient dans les entreprises, dans les associations, dans tout groupe d'humains finalement. Donc de ce point de vue-là, j'aurais envie de dire, ouais, ce serait quand même intéressant que tout le monde puisse se poser la question de la nécessité d'améliorer qui on est. Et il ne s'agit pas d'améliorer ses performances. Là, il s'agit de peut-être devenir plus qui on est au fond dans son cœur. De se dépolluer peut-être? De se dépolluer parce qu'évidemment, la question c'est comment est-ce qu'on fonctionne? Comment on se construit? Alors comment on se construit justement? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui. Oui, non, mais vas-y. Non, vas-y, tu voulais continuer. Non, mais je t'en prie, vas-y, tu as compris ce que je voulais te demander. Oui, comment on se construit? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui font qu'on se construit. Déjà, la manière dont on est conçu, c'est la première des constructions. C'est-à-dire avec quelle pensée, je ne parle pas comment nos parents ont fait l'amour, bien sûr, hein, mais finalement, ou nos parents ou nos géniteurs, parce que parfois ça ne peut être que nos géniteurs, si on est adopté, ou si nos parents sont dans une société où ce ne sont pas les parents qui élèvent, parce que ça aussi, ça existe. Mais c'est avec quelle pensée, finalement, nos parents ont imaginé faire ou pas faire d'enfants, parce qu'on peut être désiré ou pas désiré. Déjà, ça structure notre construction. Il y a d'où viennent nos parents, c'est-à-dire quelle est leur histoire transgénérationnelle, dans quelle culture, dans quelle croyance, dans quelle géographie, dans quel épisode de l'histoire, avec un grand H, sont-ils issus? Et finalement, avec quel mot d'ordre, représentation et croyance, à ce moment-là, ils nous fabriquent, ou nous fabriquent sans le savoir. Alors déjà, ça constitue un gros paquet, ça. Et puis finalement, au-dessus de ça encore, il y a l'anthropologie humaine, c'est-à-dire de quelle région de la Terre nous venons, qui a constitué une expérience anthropologique dans notre système de défense. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait l'inconscient collectif? Ça fait partie de l'inconscient collectif, il n'y a pas que ça, mais oui, ça fait partie de l'inconscient collectif, c'est-à-dire le contexte duquel on est issu, mais le contexte anthropologique, c'est-à-dire de quoi avons-nous eu à nous défendre, pauvres petites bêtes que nous sommes, de mammifères pensants. Ce qui nous différencie des autres mammifères, c'est que ce n'est pas forcément notre intelligence, pour être mise en question parfois, mais en tout cas notre capacité à nous penser. On sait qu'on pense.
Ce qu'on appelle la conscience? Ce qu'on appelle une certaine forme de conscience. Parce que la conscience, c'est un grand sujet dans lequel il y a beaucoup de types de conscience aussi. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais disons que oui, c'est une forme de conscience qu'on peut avoir plus ou moins élaborée du fait qu'on pense. C'est-à-dire souvent, on agit, on fait des choses, mais on ne pense pas à ce qu'on a pensé. On ne pense pas à ce qu'on a fait. On ne met pas en conscience forcément les choses. Aller voir le thérapeute peut nous permettre une partie de ça d'ailleurs. Mais on en a la capacité. C'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on en a la capacité. Ouais. Donc tout ce bain-là dans lequel déjà on est issu, c'est quand même important de le connaître, c'est pas rien. Hein. Je me souviens d'un adolescent qui me disait, répété en boucle pendant les 3 ans où je l'ai suivi dans un groupe d'ados, hein, c'est « Oui mais Francisca, souviens-toi quand même ce que je t'ai dit, hein, on apprend la géographie, l'histoire, mais devenir humain, non. Alors quand tu nous dis tout ça, est-ce que notre prof, nos parents le savent ?» Je dis « Peut-être pas. » Peut-être pas. Donc ça m'amusait parce que du haut de ses 14 ans, il avait une vivacité de conscience justement qui était très challengeante et je me souviens que j'adorais ces remarques. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'était vraiment quelque chose de très touchant et percutant. Et même pour moi, en tant qu'humaine et en tant que psy, c'était percutant. Mais j'ai toujours appris de mes patients, quel âge ils ont, des sportifs de haut niveau que je suis une apprenante permanente. Ça, c'est vraiment génial de savoir se faire enseigner, parce que ça me fait toujours rire. Je me dis, Francisca, tu vois, là encore, tu peux t'améliorer. Bon, mais si je reviens à ce qui nous construit, c'est aussi finalement ce que croisent les deux lignées de nos parents, qui elles-mêmes ont 2 lignées, paternelle et maternelle, des 2 côtés. Et donc nous aussi, finalement, on hérite de 4 lignées potentielles, qui elles-mêmes en ont. Et, bon. Le principe de l'arbre généalogique. Principe de l'arbre généalogique, absolument. Et évidemment, tout ça a constitué pour cette histoire familiale, avec un S, des tas d'aventures dans leur vie. C'est-à-dire peut-être des événements traumatiques historiques, peut-être des événements traumatiques comme par exemple des transhumances, le fait de partir d'un pays, d'aller dans d'immigration. Bon bref, il y a plein de sujets, des traumas, des événements traumatiques, mais aussi la manière dont on les a vécus, des événements qui n'ont pas été traumatiques mais qui ont constitué trauma. Enfin, la manière dont on regarde les choses finalement et la manière dont on vous a dit de les regarder aussi. Tout ça constitue notre bain. Et puis il y a aussi comment nos parents nous ont touchés, nous ont aimés, nous ont parlé de nous ont fait penser qu'on était plus ou moins valable ou aimable. Ça nous rappelle un slogan, ça, d'une grande marque. Mais oui, c'est finalement ce qui nous préoccupe toute notre vie. Et donc tout ça a constitué avec notre expérience empirique de la vie une façon de nous comporter qui nous construit. Et la manière dont on nous a expliqué, enfants et adolescents, ce qu'on a eu à vivre va aussi constituer une construction. Alors ça fait beaucoup de millefeuilles, ça. Enfin, beaucoup de couches dans le millefeuille. Et aussi, bien sûr, la conscience et les questions qu'on se pose ou pas sur ce qu'on a vécu. Tout ça constitue notre construction. Et donc nous, évidemment, de notre place de psy, on est là pour les aider à voir finalement ce qui peut être en lien et ce qui va faire sens pour eux et de re-questionner finalement ce qu'ils ont vécu d'une autre manière que peut-être la manière dont ils l'ont questionné. Ou pas d'ailleurs. Eh bien, Francisca, ce sera le mot de la fin. Merci pour toutes ces réponses. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à très vite. À bon entendeur. À bon entendeur.